Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Jesse Moulin qui nous a reçus chez lui. Il a tellement joué le jeu que la discussion a été longue, aussi je vais vous la proposer en deux parties. On commence aujourd'hui avec sa décision d'arrêter et sa nouvelle vie, le bilan de sa carrière et ses années en centre de formation qui n'ont pas été un long fleuve tranquille. Dessous le verre numéro 50, c'est parti. Salut Jess. Salut. Merci de nous recevoir chez toi dans la plaine du Forêt. Quand je t'ai contacté, l'idée c'était de faire un bilan d'abord de ta carrière, de voir comment tu avais tourné la page du foot de haut niveau. Plein de choses se sont rajoutées entre temps. Tu t'es marié cet été, vous avez ouvert un gîte, tu te déplaces beaucoup pour suivre ta fille en équitation. Je t'ai vu sur la scène du Forestival, je t'ai vu sur les réseaux sociaux de l'USFR puisque tu commences à entraîner leurs gardiens. Ça va, tu t'en sors pour gérer le planning ? Ouais, ça va. Je me suis libéré des contraintes du football professionnel et de l'image qui va avec. Donc ça fait du bien aussi. Et puis voilà, non, c'est une nouvelle vie. En tout cas, bon, tout ça, ça te laisse pas le temps de t'ennuyer, ce qui est dur parfois à vivre pour certains footballeurs quand ils arrêtent. Donc on va reprendre le film, mais du coup, par la fin, est-ce que pour toi, c'était dur de te dire que le foot de haut niveau, c'était fini ? Oui, pour être honnête, oui, ça a été très très dur même. C'était toute ma vie. Voilà, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je m'entraîne tous les jours, ça joue tous les week-ends. Donc ça a été... L'été s'est bien passé parce que bon, on prend ça un peu comme des vacances. Ouais, c'était les premières quelque Ouais, part. voilà, ouais, c'est les premières vacances. On a profité avec les enfants, on a fait pas mal de choses. Mais ensuite, quand fut arrivé le temps de la rentrée, c'est vrai que c'était pas pareil, quoi. C'était pas la même. Je me suis retrouvé à me regarder, être face à moi-même et à me dire, ben, qu'est-ce que je vais faire. J'avais des choses à faire, hein. Je veux dire, avec les écuries, j'avais énormément de choses à faire. Le temps, bah, je bossais, y a pas de souci, mais à se dire, qu'est-ce que je fais que j'aime maintenant? Parce que le foot, c'était tout ce que j'aimais, quoi. C'était ma passion. C'était, voilà, se lever tous les matins pour aller faire du foot et être avec du monde, des copains dans le vestiaire, l'effervescence qu'il y a, le bruit qu'il y a tous les matins dans un vestiaire. À un moment donné, ça a commencé à me manquer très très fort. Et voilà, ça a duré quelques temps où j'étais un peu, pas un zombie, mais bon, faire le dos rond, à se dire que ben ça va aller, il faut tourner la page, il faut y passer, mais en fait, on se rend compte que ben c'est très très dur et il faut être bien entouré. Ça, tu l'avais préparé ou pas ? Parce que quand on parle avec des joueurs en activité, qu'on leur dit qu'est-ce que tu penses faire après le foot, ils te disent tous non, mais on verra parce que voilà, moi mon truc c'est le foot et on verra. Non, moi je savais ce que je voulais faire. Je savais que il fallait que je rentre à la maison, retrouver ma femme et mes enfants parce que j'avais passé 2 ans loin d'eux en jouant à 3. Donc je savais que j'allais rentrer, que j'allais m'occuper des écuries avec ma femme, que j'allais suivre ma fille, que j'allais m'occuper de mon fils. Voilà. Mais on s'attend pas à cette solitude en fait. Même en étant avec sa famille, on se sent seul parce que il n'y a plus autant d'effervescence dans notre vie et de choses qui se passent parce que c'est fini quoi. On a arrêté, donc on rentre à la maison, il faut reprendre la vie de famille. Et voilà, c'est un vrai test pour la famille aussi. C'est un vrai test pour son couple, c'est un vrai test pour l'amour qu'on a pour sa famille. Et donc voilà, en fait, on le découvre quoi, tout ça.
Ah bah oui, ah bah, il sonne plus du tout même. Il sonne plus du tout, mais ça c'est le jeu, ça je le savais. Franchement, ça c'est pas ce qui me dérange le plus. Je le savais parce que quand il sonne et que je vois les noms qu'il y a sur mon téléphone, je sais que c'est mes copains, c'est vrais copains. Voilà, c'est... Donc, parce qu'aussi quand on est footballeur, des fois le téléphone il sonne, mais on n'a pas envie de répondre. Mm. Donc là, il sonne plus, mais voilà. Quand on prend le téléphone, c'est pour appeler des gens qu'on aime vraiment beaucoup, avec qui on a eu beaucoup d'affinités et qui sont restés. Donc ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Est-ce que cette phase de transition, tu avais pu en parler avec certains, voilà, Loïc par exemple qui avait arrêté avant toi, ou d'autres qui ont pu peut-être te donner des petits conseils ou des... Non, je n'ai jamais vraiment parlé avec Loïc. Je n'ai jamais Ou vraiment d'autres, hein. parlé. Puis je pense que c'est aussi un peu de, pas de pudeur, mais s'il avait eu envie de m'en parler, il m'en aurait parlé. Mais non, je n'ai jamais parlé trop de ça. Mais on entend quand même, on le sait, qu'il y en a qui l'ont mal vécu, qu'il y en a beaucoup qui le vivent mal. Mais je pense qu'aussi on n'en parle pas par déni, parce qu'on n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie que ça s'arrête, donc on n'en parle pas. Voilà, pour moi, il me restait 6 mois de contrat, mais pour moi c'était loin ma fin de carrière. Voilà, je voulais pas y penser, je voulais profiter. J'ai jamais autant profité d'être au quotidien dans un vestiaire et de m'entraîner tous les jours que mes 6 derniers mois. J'en profitais, je regardais, je prenais le temps, je restais au vestiaire, je discutais avec les kinés, avec les coachs adjoints. Je faisais du rap tous les jours. Bon, ça m'a... Toute ma carrière, j'ai fait du rap, mais voilà, je prenais le temps de savourer, mais sans penser à ce moment fatidique, quoi. Et c'est quoi qui t'a fait prendre la décision? Parce que finalement, tu étais encore en pleine santé. Ah oui, Euh, moi j'étais vraiment en pleine bourre. Aux entraînements, je veux dire, il y a pas, il y a, il y a pas un gardien qui me suivait quoi, dans l'intensité, j'étais vraiment en pleine bourre, j'étais en muscu tous les jours, j'étais à mon poids de forme quand j'avais 30 ans, j'étais vraiment en pleine bourre. 3 m'a proposé un contrat, ok. mais qui n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et j'ai refusé parce que la priorité c'était ma famille. Mhm. Et je sentais que ça commençait à être très très dur pour eux. Voilà, ça a été très dur quand je suis parti. La première année a été infernale pour eux et pour moi. Mais il y avait quand même toutes ces échéances de foot. J'ai joué. Ma fille, voilà, on était dans le rush. Elle était dans son truc d'équitation avec ma femme. Le petit, c'était une horreur parce que lui était un peu délaissé. Mhm. Donc lui, ça a été très très dur la première année où je suis parti. Quand on a la maîtresse qui nous appelle et qui nous dit bon ben votre fils il travaille pas, il taille son crayon toute la journée, il regarde le plafond et il dit que son papa lui manque. Ça, Ouais, c'est dur à franchement, entendre. rien d'en parler, tu vois, j'en chialerais. Donc ça, c'est la première année, c'est très, très 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 dur. Après la deuxième année, t'as la lumière au bout du tunnel. Tu sais qu'il te reste plus Mhm. qu'un an, enfin ou 10 mois. Les vacances sont passées. J'ai pris la décision de le prendre avec moi pendant des fois un mois et demi et lui faire l'école à la maison à 3. J'avais des super voisins qui me le gardaient quand je partais en déplacement ou quand j'avais entraînement et que bon, il était là, il allait chez les voisins. J'ai rencontré des gens super là-bas. Donc j'avais cette lueur au bout du tunnel. Mais voilà, on sentait qu'il fallait pas repartir sur un an de plus parce que ça aurait été trop dur. Donc j'ai pris la décision d'arrêter pour venir ici, pour rentrer et voilà, me soulager ma femme de cette charge de boulot qu'elle avait. Ça a été Robocop pendant 2 ans. Gérer les 2 enfants, les 3 chiens, 25 poneys à la maison, faire les devoirs, faire les courses, les coucher, les lever, aller les chercher à l'école, les emmener. Plus tout ça, partir en concours sur 3 jours avec la Ouais. caravane, les chevaux. Franchement, je suis content d'être encore avec elle. Je suis content qu'elle soit en bonne santé parce qu'à un moment donné, sa santé, ça, elle a pris un coup aussi. Donc voilà, il était temps que je rentre et de penser aux autres plutôt que de penser à moi. Et avec ce contexte, il n'y avait aucune proposition qui aurait pu te faire replonger, même un truc familial, je sais pas, d'un an aux États-Unis. Bah si, j'ai eu à la fin de ma première année à 3, j'ai eu des propositions, euh, des approches des États-Unis et de la Chine que j'ai acceptées direct, mais qui sont pas faites. Et
Parce que ça vraiment, j'aurais pris mon fils avec moi. Ma fille pouvait pas venir, ma femme non plus. Mais j'aurais pris mon fils avec moi pendant 1 an. Et ça aurait été vraiment une expérience de fou, je pense. Que j'aurais aimé vivre, mais bon, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que c'est même mieux comme ça, parce que 1 an, quand tu pars aussi loin, tu rentres pas tous les week-ends. Donc, c'est pas grave, ça s'est pas fait, mais si, ça m'aurait plu, moi, de partir avec ma famille euh, loin et découvrir une autre culture, découvrir d'autres choses. Ça m'aurait plu pendant 1 an ou 2. Bon, maintenant le cap est passé. Ouais. Ça fait 1 an. Comment tu te sens dans tes baskets? Ça va, ça va, ça va. C'est pas tous les jours facile. Pas tous les jours facile parce que il y a toujours beaucoup de boulot. On on se voit pas beaucoup avec ma femme. Voilà, le monde du poney, c'est une charge. Nous, on a décidé d'avoir notre propre structure pour être plus indépendant, pour moins dépendre des autres. Donc, c'est énormément de boulot. C'est-à-dire, vous faites de l'élevage ou... On fait de l'élevage, ouais. Ok. On fait de l'élevage et on a 3-4 poneys en pension. Voilà. Mais bon, la charge de travail, c'est ma femme qui l'a le plus. Moi, je monte pas. J'ai pas les connaissances qu'elle a au niveau du physique des chevaux, des soins, tout ça. Donc moi, je l'aide tant que je peux. Avec les box, je fais les box, j'entretiens l'exploitation, la carrière, le rond de longe, tout ça, les véhicules. Donc j'ai du boulot, hein, mais elle a une charge de travail qui est toujours qui est quand même assez grosse. Donc voilà, et tout ça au milieu, il faut gérer le petit qui est passionné de sport mécanique et de sport en général. Voilà, dans le foot, il est à fond dans le foot. Il a l'air d'avoir de l'énergie en plus. Il a une énergie folle et je veux pas du tout qu'il en pâtisse. Je veux absolument lui être aussi présent pour lui que ce que j'ai été pour ma fille et ce que je suis pour ma fille. Donc je veux voir quand même assez fréquemment ses entraînements. Je l'emmène. Il faut l'emmener au tournoi. Donc quand la petite a la équitation le week-end et qu'il a tournoi, on essaye de se couper en deux, de faire les deux. Donc j'essaye de m'occuper d'eux de la même façon parce que je veux pas qu'ils se sentent délaissés. C'est un gamin qui est plein d'amour, qui est adorable. Donc il le mérite autant que sa sœur. Donc voilà, c'est pas tous les jours facile parce que le football me manque aussi énormément. Mais ça commence à quand même aller mieux. Je sais que je referai plus gardien. J'en ai de moins en moins envie de plonger. Voilà, j'ai plus envie de transmettre. J'ai d'autres projets qui ont mûri en moi dans le foot. J'essaye de penser de moins en moins à mon quotidien que j'avais avant parce que ça commence à être loin. Ça fait plus d'1 an maintenant. Donc voilà, il faut se faire une raison aussi à un moment donné. Il faut se servir de ce caractère qu'on avait quand on était footballeur à rebondir pour s'en servir dans la vie et se dire voilà, il faut être solide et maintenant c'est terminé, il faut que tu te le dises, il faut que tu te l'imposes, c'est terminé, tu n'y retourneras plus et il faut que tu fasses quelque chose d'autre. 1 an, ça permet en tout cas de se poser, d'avoir du recul. Ouais. Avec ce recul, justement, tu fais quel bilan de ta carrière de gardien? J'avais toujours ce truc à me dire ouais, c'est pas terrible, ce que tu as fait, c'est pas terrible. Pourquoi tu dis Parce que je suis jamais trop parti, j'ai souvent attendu avant de jouer. Mais en fait, maintenant, avec du recul, j'en suis très très fier parce que je me rends compte que pour les gens, parce que c'est sûr que quand on se remet dans un vestiaire avec des joueurs il y a beaucoup de joueurs. Non, justement, on voit souvent le joueur qui a joué 300 matchs et qui a fait ce club-ci, ce club-là. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de joueurs. Et il y a même peut-être 99% des joueurs qui ont duré moins longtemps que moi dans le foot, qui ont joué moins longtemps. En fait, on se rend compte que c'est compliqué de durer, c'est compliqué de jouer longtemps dans le même club, surtout un club comme Saint-Étienne qui est hyper prestigieux. J'ai connu que la Ligue 1. C'est vrai que j'ai revu avec du recul, avec plus de fierté ma carrière et ce que j'ai fait. Et surtout maintenant,
que je côtoie des personnes qui sont en dehors du foot. Je vois l'admiration qu'ils ont pour le foot professionnel, pour ce milieu-là. Donc voilà, je me dis que en fait, c'est vraiment mon travail et tout ce que j'ai mis en œuvre toute ma carrière qui m'ont fait durer dans ce milieu. Et ça, j'en suis très fier. Ouais. Il y a une question que j'aime bien poser aux retraités, entre guillemets. Est-ce que tu penses que tu as exploité toutes tes qualités? Franchement, ouais, je pense, ouais. Je pense parce que j'en parle souvent avec ma fille, justement. J'ai été, ça a été très vite, moi, au début. Voilà, quand je suis arrivé au centre de formation, j'étais vite capitaine, surclassé en équipe de France. Ok. Euh, je sentais que le club m'aimait beaucoup, que qui voulait que j'y arrive. On parlait de moi. Et puis après, j'ai eu des petits problèmes de blessures. Je me suis cassé le poignet, ça m'a un peu ralenti. Et après, j'ai dû ramer quoi. J'ai dû vraiment travailler dur pour passer chaque échelon et me montrer. Et voilà, même si je faisais des belles saisons en réserve et tout ça, ça m'a permis de signer pro. Mais après, pour être en pro, voilà quoi, il a fallu que je travaille très très dur tous les jours. Je m'imposais une charge de travail énorme sur le terrain. Je m'entraînais énormément. J'ai pris beaucoup de poids. J'étais assez frêle quand je suis poids arrivé. de muscle? Ouais, je suis arrivé en pro. Je faisais 76 kilos Pour 1 mètre? pour 1m85. Donc j'étais frêle. Par contre, j'étais une bombe, quoi. J'étais un élastique, vraiment. J'étais un élastique. J'avais une vivacité incroyable et j'ai toujours voulu garder cette vivacité. Mais en prenant, quand je suis arrivé en pro, j'ai commencé à voir Grégory Coupé. Je me rappelle quand j'ai commencé à être dans le groupe et à faire les matchs amicaux et voir les gardiens contre qui on jouait. Les mecs, je me rappelle de Grégory Coupé, je l'ai vu une ou deux fois torse nu, je me disais, waouh, mais moi, il faut vraiment que je prenne du poids parce que, en fait, tu te rends compte que l'intensité, les chocs qu'il y a, tu te fais Faut exploser. être costaud, quoi. Ouais, tu te fais exploser. Et c'est hyper important, l'aspect aussi psychologique quand tu arrives dans ton maillot rempli dans le tunnel. T'as cet effet psychologique à te dire, bon, je suis solide, ils peuvent venir, voilà, plutôt que de dire, je suis un peu gringalé. L'attaquant qui fait un 90, 95 kilos, il va venir, il va m'enfoncer quoi. Par contre, voilà, j'avais peur de rien. Hein. C'est ce qui m'a valu aussi de me faire mal 2-3 fois. Je pouvais faire 75 kilos ou 80, 88, 89 kilos comme après quand j'ai pris plus de 10 kilos. Et ben j'y allais. J'ai souvent fait mal aux attaquants, même aux entraînements, parce que justement je mettais énormément d'intensité. Mais c'est ce qui plaisait au coach et à tout le monde. Hein. C'était justement que j'avais ce côté, on appelle ça foufou, mais pour moi c'est pas. Oui, c'est fou pour les gens de se dire je vais plonger la tête la première dans les jambes, mais quand on est gardien, on aime vraiment ça. On est fait pour ça. Et c'est ce côté psychologique à dire je vais y aller une fois, la deuxième fois, je sais que le mec il va pas mettre le pied pareil parce que il sait que je peux lui faire mal et que je vais y aller de la même façon. Donc voilà, il a fallu que je travaille beaucoup et j'ai pris beaucoup d'assurance à ce moment-là quand j'ai commencé à prendre du poids. Quand tu étais gosse, gardien, ça a été évident pour toi? Ben ouais, c'était une révélation. Réellement, ça a été vraiment une révélation parce que moi j'ai découvert le foot. Mes parents ont déménagé, ils sont partis de Montélimar, ils sont atterris dans un petit village, un petit bled qui s'appelle Les Tourettes, à côté de Montélimar. Donc plus de copains, plus de tout refaire. T'avais quel âge toi à ce moment-là? Moi mes parents sont arrivés en 93 je crois, dans le petit village, donc j'avais 7 ans, 7-8 ans. Et 92, 93, ouais. Et ma mère, elle me dit, il y a du foot au village, c'était le seul sport qu'il y avait, il y avait rien d'autre, il y avait un terrain. Je dis, moi je suis une pile électrique, hein, vraiment, quand j'étais gamin, ma mère, elle a beaucoup souffert, enfin, elle te dira qu'elle a pas souffert, parce qu'on s'aime énormément, on est fusionnel avec ma mère, et donc elle, c'était du plaisir, mais bon, on était 4 garçons, on est toujours 4 garçons, mais... donc à la base on était 3 garçons, hein. Elle a fait un garçon quand je suis parti parce que je prenais tellement de place, ça a fait tellement de vide ils ont refait un enfant avec mon père parce que c'était dur pour tout le monde que je parte. T'étais l'aîné? Non, je suis le second. D'accord. Et j'avais un petit frère et moi j'étais au milieu des deux et
Mon grand frère est beaucoup plus calme que moi. Mon petit frère est très discret, plus calme. Et moi, j'étais une tornade. Mais on s'adorait, on était toujours ensemble, on se boostait. C'était toujours de la compète à la maison entre nous. J'ai énormément joué au foot avec eux dans la maison. Vous étiez une famille de footeux ou Non, pas pas du spécialement? tout, pas du tout. Pas du tout. On n'était pas du tout dans le sport. On, on était toujours dehors à faire du vélo, à courir et tout. Mais c'est vrai que le foot est arrivé plus tard. Et, euh, et donc quand on est arrivé dans ce petit village, il y avait du foot et donc j'ai commencé à jouer et j'étais plus grand que les autres donc ils me surclassaient. J'étais surclassé et dans l'équipe du dessus, j'étais jamais passé gardien et il y avait un gardien qui était là et un jour il dit bah je veux plus jouer, j'ai pas envie de faire gardien. Donc j'ai dit, bah, moi j'y vais. Et premier ballon, je m'en rappelle, ballon un peu long, l'instinct de sortir et de plonger, d'avoir cette technique de sortir, de plonger. Et je suis plus jamais sorti de la cage. Plus jamais, jamais, jamais. Donc j'ai fait 6 mois de foot le reste a été gardien de but, quoi, direct. Et alors, je sais pas combien de temps il se passe avant que tu commences à être repéré, sollicité, mais quand Sainté vient te chercher, pour toi, pour tes parents, ça représente quoi au-delà de la crainte de voir son petit garçon partir? Mais c'est- c'était quelque chose ou finalement tu me disais que vous n'étiez pas une famille de footeux et pas plus que ça? Bah déjà, on n'était pas une famille de footeux. On regardait le foot on adorait regarder la Coupe du Monde, des choses comme ça, hein, comme beaucoup de personnes. Mais je suis jamais allé, on n'est jamais allé au stade. Voilà, Mm. avec mon père, on était sur les circuits de voitures, de motos. Et, D'accord, il donc ça vient de était, là voilà. la passion des Ouais, ouais, sports ça mécaniques. vient de mon père, qui lui-même vient de son père. Donc voilà, depuis le grand-père, on est à fond dans le sport mécanique. Et nous, mon père faisait de la compétition. Et nous, nos week-ends, on était dans la boue sur les terrains de kart cross. Et on regardait mon père et on rêvait de faire la même chose. On était 3 frères et on rêve toujours de faire la même chose. On s'est dit, là, les enfants, ils grandissent, machin. Et un jour, on aura nos engins et on ira sur les circuits faire de la compète, quoi. C'est sûr qu'un jour, on le fera. Et donc nous, nos week-ends, c'était ça. Et nos semaines, c'était de voir mon père dans le garage en train de fabriquer ses châssis, ses trucs. Donc vraiment, mais par contre, passionné de sport. On était hyper Mm. actifs, on était tous en train de on faisait du vélo. À l'école, on était les premiers à courir longtemps, à courir vite. Voilà. Mais non, mais ce que ça représente, c'est que moi, j'ai joué 2-3 ans donc, dans ce petit village. Mhm. On finit champion de Romardèche à 7 parce qu'on était à l'époque on n'était pas assez nombreux pour faire une équipe à 11 donc on jouait à 7. Il y avait tout un championnat dans la Dromardèche à 7 donc on finit champion de Romardèche et de là Montélimar donc qui était la ville à côté me dit appelle le club, il dit on voudrait votre gardien. Donc les... on franchit le cap avec ma mère, on prend la décision et tout ça avec mon père. Je signe là-bas à Montélimar et je fais 8 mois à Montélimar et Sainté m'appelle au bout de Ok, 8 mois. donc ça allait super vite. Ça allait hyper vite, hyper vite, hyper vite. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'on fait un tournoi en salle à Bourg-Saint-Maurice avec Montélimar et je finis meilleur gardien du tournoi et là pour moi c'était parce qu'à Montélimar je jouais en deux, je jouais même pas en une. Je jouais en deux. Et c'était en excellence à l'époque, pour ceux de notre génération qui savent que c'est, parce que Les maintenant anciens, ouais. c'est plus ça. Il y avait promotion excellence, excellence, machin. Donc promotion ligue. Moi je parle toujours encore un peu comme ça, j'ai du mal avec Les R1, les R1, les machins. Pour moi c'est CFA, CFA2, national. Voilà quoi, mais bon. Euh, et donc on fait ce tournoi à Bourg-Saint-Maurice et là il y avait Patrick Liogier qui s'occupait ouais. des gamins et qui connaissait mon coach parce que quand Montélimar organisait un tournoi en salle aussi et mon coach c'est celui qui abritait l'équipe de Sainté qui s'occupait de D'accord, l'équipe de Sainté des donc il se accueillir. connaissait comme ça et donc Patrick Liogier dit à mon coach putain je veux voir ton gardien à l'essai. Donc je monte une première fois à Saint-Étienne avec mes parents mais je te jure je me rappelle encore tu sais, mes parents, ils sont très discrets. On était là, on était tous les trois dans notre coin. C'est comme si on montait, je sais pas, moi, on allait voir la Statue de la Liberté, tu vois.
C'est ma mère en plus, fan des Verts. Ah ouais. Ah ouais, c'était. Tu vois, ça m'emmène les larmes aux yeux, quoi. Quand je me remémore de mes parents qui montent avec moi. Et puis en même temps, c'était leur bébé qui venait. Il n'y avait pas de décision prise, mais tu Mhm. savais que tu pouvais perdre un peu. Ils pouvaient perdre un peu leur gosse. Donc voilà, mais en même temps, tellement fier. Enfin, c'était beau. Je me rappelle beaucoup de fierté. Moi, très très impressionné. Et vraiment hyper impressionné parce que je faisais du foot. Et à un moment donné, à part quand j'ai signé après à Montélimar, où j'ai rêvé d'être footballeur, c'était vraiment juste avec mes potes, faire des plongeons, aller me casser la tête dans les tibias des mecs, c'était tout ce que j'aimais. Vraiment, c'était me faire mal aux entraînements. Voilà, j'étais un vrai casse-cou. Hein. Quand j'étais gamin, j'étais cassé de partout, c'était des points de suture tous les 2 mois. Ah oui, quand même. C'était, ah ouais, j'en ai de partout sur le crâne. Ma mère, c'était, on en parle encore maintenant, parce que souvent je parle de mon petit, je dis maman, mais Lissandre, putain, mais il fait que ça, quoi. Il tombe, je l'emmène à l'hôpital, les points de suture. Il me dit, mais mon chéri, il m'a dit, j'étais tous les 4 mois, j'étais à l'hôpital avec toi, avec un chiffon sur le crâne. Et elle me Les dit, chiens font pas des chats. elle me dit, t'as pleuré la première fois. Elle me dit, après, je t'ai emmené, tu pleurais pas, tu te faisais recoudre et on repartait. On allait jouer au club, acheter un petit cadeau et puis basta, quoi. Et donc voilà, le foot, c'était ça pour moi, quoi. Et donc on est monté une première fois à Saint-Étienne. Et là, tu vois, ça m'a donné la couleur parce que Saint-Étienne, ça a draché, déluge. On s'entraîne, mais le ballon, c'était un déluge, un déluge, un déluge, un déluge. Et c'était que des mecs à laisser, quoi. Et donc, ils nous disent, bon, ben merci, au revoir, et tout, on part. On passe la journée, on redescend. Euh, puis Saint-Étienne, pour la petite histoire, Saint-Étienne, c'est très spécial pour moi, pour ma famille, parce que j'avais un oncle très très malade et qu'on aimait beaucoup dans la famille et qui était sur Saint-Étienne. Parce D'accord. que c'était ici, il était spécialiste du rein pour se faire soigner. Donc moi, j'ai connu Saint-Étienne. La première chose que j'ai fait en arrivant à j'ai connu Saint-Étienne, j'étais tout petit, bien avant pour que ce soit pour le foot. Et on montait avec ma mère et ma grand-mère. Et pendant que ma mère allait voir mon oncle, enfin son frère et mon oncle qui étaient malades, nous, ma grand-mère nous prenait, on faisait un tour de tram. D'accord. C'est-à-dire on partait de l'hôpital Nord, et pour nous, pour te dire, hein, on faisait un tour de tram, c'était waouh, c'est un truc de fou. On est dans une ville de fou. Nous, on venait de la campagne, donc on montait jusqu'à Bellevue, on revenait quoi. Et on avait fait, voilà, on faisait un bisou à mon oncle. Donc Saint-Étienne, quand on est arrivé à l'Étra et qu'on voyait l'hôpital Nord Ouais. de l'Étra, déjà c'était quelque chose. Pour ma mère, pour moi, pour tout le monde, pour toute la famille, pour mon père et tout. Et donc on fait cet essai, et puis on nous dit, bon ben c'est bon, on vous rappellera ou pas, machin. Donc on part, et puis quelques temps après, on nous dit, bon ben on aimerait, euh, on aimerait revoir votre fils sur une journée, voilà. Donc on remonte, et de là, je fais l'essai la matinée. Et là, c'était avec les mecs du centre. Il D'accord. n'y avait plus de mecs à laisser. Donc là, j'étais vraiment baigné avec les mecs qui étaient déjà là, quoi. Et je fais une première journée incroyable. Je m'en rappelle, je sais pas si c'était l'envie ou c'était un moment d'euphorie ou enfin un aimant à ballon, quoi. Même quand j'y étais pas, le ballon était sur moi. Donc je sens que je fais quelque chose d'énorme. Pas pour laisser, quoi, je parle. Ouais, sur le coup, tu le sens, Voilà, toi. sur le sens, sur le coup, je le sens que je suis à la hauteur des autres gardiens, alors que j'ai pas les mêmes entraînements, je m'entraîne 2 fois par semaine. Je sens que je suis en train de faire quelque chose. Et là, le temps de midi, je mange avec les mecs du centre. Ils me disent, putain, t'es énorme, ils vont te prendre, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont te prendre, nous on en voit tout le temps, machin et tout. Et de là, les coachs ils disent, bon, bah, tu passes avec Jean-Philippe Primard. Et les mecs avaient 2 ans de plus que moi. Le même jour? Le même jour, l'après-midi. Je vois des mecs, des monstres. Franchement, je m'en rappelle. Et des mecs après que j'étais avec eux au centre, qui faisaient deux fois, enfin, qui avaient 2 têtes de plus que moi. Et pourtant, j'étais grand, quoi, à l'époque. Enfin, j'étais bien. Et il se passe quelque chose en moi. Je me dis, putain, tu vas être pris et tout, ça va être chaud. Il va falloir que tu quittes la famille et tout. Je m'effondre un peu, moralement. Mais par contre, tous les ballons sur moi, quoi. Tous les ballons sur moi, toute l'après-midi, même si j'ai pas une plongée, ben, je faisais des arrêts. Donc,
mais moralement vraiment beaucoup moins bien, quoi. Sur le terrain, un peu un fantôme, je parle moins, moins dynamique et tout, mais putain, je fais des arrêts quand même et tout ça. Et on finit. Et les mecs, ils disent, ils viennent me voir, les mecs du vestiaire, ils disent, si t'appelles là, c'est que t'es pris. Ils disent, sinon, bah, ils te laissent repartir. Je prends ma douche et tout. Je me dis, putain, pourvu qu'il m'appelle pas, pourvu qu'il m'appelle pas. Et tout. Carrément. Ah ouais, j'en tremblais. J'en tremblais et tout. Et les mecs, je sors. Jazz, tu peux appeler tes parents, il faut qu'on te voit et tout. Donc là, ils prennent mes parents. C'était Jean-Philippe Primard qui dit, bon, ben, on veut votre fils et tout. Reprise en août. Donnez-nous une réponse, mais on le veut vraiment. On a vu des belles choses en lui, tout ça. Ok. Et de là, moi, une huître. Plus un mot. Et mes parents, mais j'ai vu une fierté en eux, mais incroyable, quoi. C'était incroyable. Et on descend, on s'arrête chez mes grands-parents. À l'époque, j'avais mes oncles, j'avais mon oncle qui était en vie, celui qui était à Sainté, qui s'est fait soigner à Sainté. J'avais mon grand-père qui était encore en vie. On s'arrête là-bas. Et donc, il y avait les deux petits frères de ma mère. Il y avait mes grands-parents. Il y avait mes parents, mes frères, moi. Donc, on était plus d'une dizaine. Et je chantais l'euphorie. Ça parlait que de ça. Ça parlait que de ça. Ça parlait que de ça. Il est pris. Vous vous rendez compte. C'est incroyable. C'est incroyable. J'avais pas donné ma décision, moi. J'avais pas dit oui. Et moi, ben, je parlais pas, quoi. J'ai arrêté de parler. De suite, la première chose que j'ai pensé, j'ai dit, putain, il faut que je parte de chez moi, quoi. Ouais. Il faut que je parte de chez moi. T'avais quoi, 13 ans? 13 ans, ouais. Maintenant, ils le font plus. C'est interdit. Tu peux plus partir en centre de formation à 13 ans. Tu signes des contrats qui te disent, bon, ben, tu nous appartiens, mais t'arrives qu'à 15 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué. C'est dur, 13 ans, quand même. Tu te construis, enfin, t'as besoin de tes parents. Ouais, tu te construis, puis il se passe des choses qui peuvent te détruire. Moi, j'ai vu des trucs au centre de formation, quand t'es 30, au même étage, de 13 à 17 ans, même s'il y a des surveillants, il se passe des trucs qui peuvent faire très mal. Moi, j'ai vu des mecs partir du jour au lendemain, sans un mot, je me casse, je veux plus voir personne. Parce que c'est comme ça. Mais bon, moi, ça m'a... qui avait fort caractère dans mon village, il fallait que je me découvre et dire, est-ce que t'as les couilles maintenant? 30 mecs, il y a des mecs qui ont 17 ans, qui font 20 kilos de plus que toi, qui viennent de Paris, de Marseille, des villes où ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que tu as le caractère pour y arriver et pour te créer quelque chose, te construire ta vie et faire voir sur le terrain que tu en veux autant qu'eux et que tu es plus fiable qu'eux, voilà. Donc ça m'a permis, ça a été... Mais, enfin bref, ça j'en reviendrai après, mais moi j'arrive, je me ferme. Et ma mère, qui me connaît par cœur, qui est très très proche de ses enfants, on arrive, je sens que voilà, l'euphorie passe un peu. Ils mettent aussi, ils disent bon, le gamin, c'est lui qui prend sa décision. On redescend le soufflet. Voilà, c'est pas fait. Ils étaient fiers, mais voilà. Donc on arrive à la maison et mes parents, ma mère, elle dit ouais, mais t'es fatigué, t'inquiète pas, récupère, va pas à l'école. Ça dure 15 jours l'histoire. T'es fatigué, tu vois, laissez. Elle savait très bien pourquoi j'étais fatigué et pourquoi je parlais pas. Mais elle le dit plutôt que de mettre en difficulté, tu vois. Elle savait que j'avais besoin d'un temps pour digérer le truc. Donc, et puis, elle commence à me dire, écoute, nous on est fiers, mais tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. C'est ta décision. Mais quand t'as 13 ans, c'est dur de prendre une décision comme ça. C'est dur. Hein. Et puis, donc, je reste, ça dure une semaine, 10 jours l'histoire. Et un jour, j'étais dans mon lit le matin, au moment d'aller à l'école. J'entends toquer comme ça dans ma chambre. Putain, qui c'est qui toque pour entrer? Putain, il ouvre la porte. C'était un grand de chez moi là-bas, le grand frère d'un pote, qui vient me voir, qui va pas à l'école. Il monte me voir. Nicolas Bertrand. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben rien, je me repose et tout. Il me dit, mais t'es fou quoi? Et là, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Il mimait la porte, tu sais, de la chambre. Il me dit, la porte elle est ouverte là. Il me dit, demain elle se ferme un peu plus, demain elle se ferme encore plus. Il me dit, tous on t'aime trop. On sait tous que t'es le meilleur joueur du club et tout. Tout le monde, quand tu joues,
on est trop fiers de t'avoir quand je joue aux tourettes là-bas. Il me dit, on rêve tous d'être à ta place. Tous. On rêve tous d'être à ta place. Et on est 9 sur 10 à être, on y serait allé. Il me dit, tu fais quoi? Lui, il avait pas le même âge que moi, il avait 17 ans à l'époque. Ouais. Tu vois? Donc, je dis, ouais, d'accord. Donc, je l'écoutais, tu vois, pareil, je parlais pas trop. Tu vois, un peu comme le fait de ne pas parler, tu disais non, mais tu le dis pas, quoi, tu vois. Ouais. Je dis, ok, et tout. Donc, le mec, il part à l'école en retard, tu vois. Le mec, C'est il est- fou, hein, il y a quelqu'un de 17 ans qui a cette Ah maturité. ouais, ah ouais, non, mais il était incroyable. Romuald Bertrand, c'était mon meilleur pote. Et là, c'était son frère, son grand frère. Et on était toujours. Tous les soirs, quand on sortait, c'est eux qui nous encadraient. Bon, on a fait des conneries, hein. On a fait des conneries là-bas, mais eux, le soir, quand on sortait, on avait l'été, quand c'était les vacances, on sortait tous. On se retrouvait au milieu des tourettes et on jouait au foot. On faisait du vélo et eux ils nous encadraient, ils nous disaient bon aujourd'hui on va faire ça, on va faire des jeux, on appelait ça des quadrillages ou des chasses à l'homme, plutôt que d'aller faire des conneries, eux ils nous encadraient. Et après bon on n'était pas des vilains, tu vois si tu veux, mais t'as vite fait de faire des conneries quand t'es pas encadré. Et ces mecs là les grands, tu vois, Ils vous ont tenu un peu. ouais c'était et c'est lui qui est venu. Et qui me dit ça, quoi. À 7h30 du matin, plutôt que d'aller à l'école, le mec, il monte avec son cartable. À pied, hein, il y avait pas de... Il monte à pied, il a fait 15 minutes de marche. Moi, j'habitais... Hop, il monte. Ma mère, elle laisse rentrer, donc il se passe ça. Hop, 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 la journée, elle se passe. Le soir, on était toujours, nous, mes frères, à fourrer sur le lit avec ma mère et tout, machin, à faire les cons, à parler et tout. Et puis, on vient à parler de ça. Et moi, je voyais la fierté de mes frères, de mes parents et tout. Bien sûr que je le voyais... ils étaient extrêmement ils avaient vraiment enfin ils avaient aussi envie que j'y aille quoi et je dis bon écoutez j'ai pris ma décision je vais y aller j'ai pas je sais pas si c'est la bonne solution mais je le fais aussi pour vous donc j'y vais donc voilà il se passe ça et je finis ma scolarité mon année scolaire à Montélimar, au collège et tout, et puis il se passe les vacances, et après il se passe la rentrée au centre de formation pendant les vacances, alors que tout le monde est en vacances. Par rapport à ce que tu as déjà dit du centre de formation, on sent que ça n'a pas été simple tous les jours. Tu retiens quoi de ces années entre le moment où tu es parti chez toi et le moment où tu as eu ton propre chez toi finalement? Il y a eu des moments très 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 compliqués, parce que j'arrive au centre, et déjà je rencontre la bonne personne. C'est toujours un ami maintenant, en ce moment on s'appelle, on se voit, enfin je l'adore, il m'adore aussi. C'est Romain Ponsard. Ok. Qui est connu dans la région, et puis il a de la famille qui ont joué à Saint-Étienne, des cousins à lui, Ponsard, machin. Et ce mec-là, il était plus vieux que moi. Moi, j'étais le plus jeune du centre. J'arrive, je suis le plus jeune. Il y a personne. Le premier mois, il y avait 2 collègues à moi, d'ailleurs, dont un qui a fait une belle carrière, une super carrière même, Anthony Lozilla, Mhm. et un autre qui s'appelle Damien Voldoir. Et eux, ils arrivent que 1 mois après, parce qu'ils sont plus près dans la Ils sont région externes, et tout. du Voilà, coup, ouais. Et donc moi, je me retrouve qu'avec des grands. Et tu sais, à cet âge-là, la moindre année, c'est une grosse différence quand même, tu vois. Et donc tu te retrouves t'as 13 ans et t'as des gars de 17 ans au même étage. Et la différence, elle est énorme. Mais les mecs, ils t'écrasent. Ils t'écrasent. C'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Même s'il y a des surveillants, que c'était encadré, des fois, c'était notre époque, hein, c'était en 99. C'est pas comme maintenant. Nous, on était 3 par chambre. On n'avait pas de téléphone, pas de télé. On avait un téléphone dans la chambre. On pouvait pas passer des appels. On pouvait que recevoir des appels. Donc, mais pour recevoir un appel, il fallait être dans la chambre. On avait une carte téléphonique, on descendait, il y avait la queue. Tu faisais la queue pendant un quart d'heure, il y avait un grand qui arrivait, il disait dégage, c'est moi qui appelle. Tu vois, mais c'est formateur, hein, je dis pas, hein, je critique pas du tout le centre de formation parce que ça, moi, je sais que ça a été dans tous les centres comme ça. C'est pas Saint-Étienne. Hein. Après, je suis parti, j'ai discuté avec François Clerc à Lyon, avec d'autres. C'était partout pareil. C'était dans ces années-là, c'était partout pareil. C'était la loi du plus fort. Mais c'est ce qui forge le caractère. C'est qu'après, c'est ce qui fait que quand tu passes les échelons, bah, tu crains personne. Ouais, t'es costaud. Bah oui, t'es costaud parce que les mecs, on les en a vus et des mecs plus âgés que moi. Hein. Je me rappelle d'un mec, je me rappelle plus de son nom, son prénom.
Je me rappelle, on était tous au réfectoire. Il avait pris un coup à l'oreille, c'était un gardien. Il avait pris un coup à l'oreille il avait gonflé. Mais il est rentré dans le réfectoire. Il est rentré, les mecs l'ont vu. Ils se sont tellement moqués de lui. Il a pris ses affaires, il est parti, on l'a plus jamais revu. Ah mais carrément, il a quitté le... Et puis ça, c'était tous les ans. Tous les ans, il y en avait un qui partait. Tous les ans, il y en avait un qui partait parce que c'était dur. Pas parce que c'était pas... Il n'y avait pas vraiment de violence. On a tous vu des bagarres, des trucs, mais c'est normal quand tu mets, Oui, mais même tu hors mets centre de 40, formation, voilà, dans un tu mets club 40 mecs lambda, ça ensemble, même sur un terrain, c'est sûr Ouais. que tu vas voir, tu vois. Mais quand tu viens de ta petite campagne et qu'au bout de 15 jours, il y a une bagarre derrière le machin et tout, tu te dis, ah ouais, où est-ce que je suis tombé? Mais en fait, tu te rends compte que après, en fait, ça c'est... De l'autre côté, tu crées des trucs incroyables. Ouais. Tu crées des liens et des trucs que tu vois, par exemple, mes frères n'ont pas connus. Je le sens. Tu vois, moi, ça, je le sentais quand je rentrais. Des fois, je leur expliquais et tout, machin, mais tu sais, ils n'avaient pas la même effervescence que moi j'avais. Moi, j'ai découvert vraiment tu vois, la cohésion, la solidarité, mais infinie, quoi. Tu vois, et après, ça, sur le terrain, ça se ressent. Tu vois, j'ai vécu des trucs, c'était dur, mais bon, c'est pas l'armée non plus, c'est pas le bagne, c'est pas, tu vois, c'est juste, il faut que tu te révèles, quoi, que tu dises, bah ouais, c'est comme ça en fait la vie. Moi, je suis au centre de formation, mais il y en a, c'est 10 fois pire parce que, voilà, donc ça a été dur, mais en même temps, c'est hyper formateur, quoi. Et puis ça a été encore une fois, c'était pas qu'au centre de formation de Saint-Étienne, c'était partout pareil. Ouais. C'est partout pareil. Et je me rappelle qu'après, il y a eu une époque où ils ont changé, tous les centres ont changé le système. Ils ont mis moins de mecs au même endroit. C'était plus nous, on était 3 par chambre. Après, maintenant, c'est souvent des chambres individuelles. Des fois, on était en dortoir. Moi, je me suis retrouvé en dortoir à 10 mecs dans la même chambre et tous les âges mélangés. Ouais. Donc, je peux te dire que si t'es pas un peu bien placé, enfin, ou un peu de caractère, bah, tu te fais écraser, quoi. Tu vois, tu deviens l'arbin de la chambre, tu fais tous les lits, c'est toi qui rachètes le shampoing, donc, tu vois, c'est hyper formateur, c'est obligé. Des fois, on se demande pourquoi les footballeurs, ils ont du caractère, ou ils ont, tu vois, des fois, ça peut être excessif, sur le terrain, ou dans tu vois, l'amour propre, comme on dit, mais en fait, c'est le centre qui te... Oui, t'es obligé pour passer. T'es obligé pour passer. T'imagines, tout le mec qui rêve, ils savent. Tous les mecs qui rentrent au centre de formation, ils veulent sortir pro. Il y en a combien qui sortent pro? Mais donc pour sortir pro et avoir une vie, parce que oui, être pro, c'est synonyme de vie extraordinaire, quoi. Tu fais ce que t'aimes, tu gagnes de l'argent, t'as du temps libre. Donc il y en a, ils tueraient pour ça. Ils tueraient. Et ça se ressent en centre de formation. Les mecs, ils ont les dents, elles raquent par terre. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode avec Jesse Moulin. Un grand merci pour sa sincérité et sa confiance. Merci aussi à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous invite vivement à en parler autour de vous et à prendre 2 minutes pour mettre 5 étoiles et un commentaire sympa à dessous de verre sur Apple Podcast et Spotify. Ça aidera à le faire connaître à d'autres personnes. Si vous voulez prolonger la discussion, on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire par mail à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve très vite pour la deuxième partie avec Jessie. En attendant, profitez bien de votre été. Ciao!